parce que j'ai oublié d'enregistrer la dernière fois, la deuxième partie. Je continue, d'ailleurs, à ce titre, je continue de mettre les vidéos sur YouTube. Bon, je vois qu'elles sont très peu regardées, mais bon, vous êtes la plupart présents. Et pensez-y si vous avez besoin de revenir dessus. Bon, je vais les mettre jusqu'à la fin, hein, même si elles sont très peu vues. Ça vous permet toujours de revenir dessus si besoin. Alors, donc, bon, alors c'est assez répétitif. Bon, assez répétitif, mais intéressant parce que c'est vraiment un bon exercice. Hein, exercice 1, calcul intégral. Ça vous fait travailler sur la recherche de primitives. Donc, par exemple, pour l'exercice 3, toujours pareil. Hein, on se place sur un segment. Et alors, ce que je vous ai dit ici, c'est que, alors là, peut-être que la primitive, elle n'était pas facile à voir. Hein. Elle était de la forme 1 sur t ln carré de t. Et je l'ai décomposée en 1 sur t sur ln de t au carré. Et en fait, on repère quoi? On repère du v' sur v carré. V, ça serait ln de t. Et v', la dérivée 1 sur t. Donc, une primitive, c'est moins 1 sur v. Donc, ça me permet de calculer l'intégrale avec cette primitive. Oui, Anaïs, c'est Anaïs qui m'a posé une question? Oui. Quand vous faites 1 sur t sur ln de t au carré, oui. Est-ce que ce n'est pas la même chose finalement que ce qui est au début? Oui, c'est la même chose que ce qui est au début. Que l'intégrale de départ. Ah oui, bien sûr, mais c'est la même chose puisque j'ai une égalité. Je ne fais que réécrire différemment la même chose. Mais pourquoi je l'écris sous cette forme-là? Parce que ça me permet de voir la structure V' sur V carré. Vous auriez pu aussi, peut-être certains d'entre vous, ont repéré, ça revient au même, hein, la structure V' fois V puissance moins 2. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait ça. Parce que là, il suffit de prendre 1 sur ln carré, ln de t au carré, et faire passer la puissance, enfin, revenir au numérateur, on a donc une puissance négative, et donc on a du V' fois V puissance moins 2. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'était ça, j'ai répondu à ta question ou pas, Anaïs? Oui. Voilà. Donc je repère une structure. Bon, je vous avoue que celle-là n'est pas facile à voir. Hein. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont vu. Voilà, on repère V' sur V carré. On a une primitive, c'est moins 1 sur V, donc après on calcule l'intégrale comme d'habitude. Hein. Et après on fait tendre x vers l'infini. On fait tendre x vers l'infini. Et alors, quand je fais tendre x vers l'infini, moins 1 sur ln de x, ça tend vers 0. Hein. ln de x tend vers plus infini, donc par un passage à l'inverse, ça tend vers 0. Donc l'intégrale converge vers la constante 1 sur ln de 2. Même chose pour la suivante. ln de u sur u, moi j'ai décomposé en ln de u fois 1 sur u. Donc on reconnaît une expression de la forme vv'. Donc une primitive, c'est un demi de v carré. Quand vous dérivez un demi de v carré, vous obtenez vv'. Donc à partir de là, je calcule mon intégrale avec la primitive que j'ai trouvée. Je remplace par x et par 1. Alors 1, bon, ça disparaît puisque ln de 1 vaut 0. Et donc, j'obtiens un demi de ln de x au carré. Pour le coup, alors là, ça ne va pas converger parce que quand je fais tendre x vers l'infini, ln de x tend vers plus infini, le carré aussi. Donc, un demi de ln de x au carré tend vers plus infini. Donc, l'intégrale diverge. La cinquième, alors elle n'était pas évidente sans indication. Hein. Au concours, généralement, vous auriez eu une question avant qui aurait été de faire une décomposition en éléments simples de l'expression. Parce que là, écrit comme ça, on n'avait pas d'intégrale, on n'avait pas de primitive directement. Par contre, on peut penser à faire une décomposition en éléments simples. Alors là, je passe assez vite dessus. Vous êtes habitués maintenant à faire ça, on a fait ça depuis le début de l'année. Soit vous posez A et B, vous identifiez les coefficients du numérateur. Bon, moi, j'ai fait de tête pour aller plus vite. Je rappelle que si vous faites de tête, il faut quand même le prouver après. C'est-à-dire, vous mettez tout sur le même dénominateur pour montrer que ça marche bien. Ici. Donc, avec ça, je me place sur un segment, comme toujours. Hein, je ne travaille pas sur l'infini, je place sur un segment. Comme je suis sur un segment, je peux faire la différence des deux intégrales avec la décomposition en éléments simples. Et là, j'ai des primitives usuelles.
Parce que la première, c'est du V' sur V, et la deuxième aussi, V' sur V. Donc, je rappelle qu'une primitive de V' sur ou U' sur U, c'est ln de valeur absolue de U. Donc, j'ai ln de valeur absolue de x moins 1 et ln de valeur absolue de x. Je remplace par moins 1 et par t. Alors, moins 1, quand je remplace par moins 1, ça fait moins 1, moins 2. Et comme c'est une valeur absolue, j'ai ln de 2. Donc, en fait, j'ai du ln de 2, ln de valeur absolue de t moins 1, etc. Donc, j'ai remplacé par les valeurs. Au final, j'obtiens ln de 2 plus ln de valeur absolue de t, moins ln de valeur absolue de t moins 1. Et là, pour passer à cette ligne-là, j'utilise la relation ln de a moins ln de b égale ln de a sur b. Quand je suis arrivé là, je vais faire tendre t vers moins l'infini. Alors là, il y a un petit travail de calcul de limite à faire. Je vais faire tendre t vers moins l'infini. Donc normalement, ici, j'ai une forme indéterminée. J'ai une forme indéterminée puisque j'ai de l'infini sur de l'infini. Mais je peux utiliser le quotient des monômes de plus haut degré. Au numérateur, j'ai un monôme de degré 1, et au dénominateur, un monôme de degré 1. Donc ça fait limite de t sur t, c'est-à-dire ça tend vers 1. Et quand je passe au logarithme, ça tend donc vers ln de 1, c'est-à-dire 0. Donc là aussi, ça tend vers 0, cette expression-là. Et donc, il me reste juste la constante qui tend vers ln de 2, qui vaut ln de 2. L'intégrale converge vers ln de 2. Toujours pareil pour les suivants. N'hésitez pas à vous rentraîner si vous avez des problèmes là-dessus. Toujours pareil, les recherches de primitives. Alors, primitive de 1 sur racine de x, c'est 2 racines de x. Primitive de 1 sur racine de x plus 1, c'est 2 racines de x plus 1. Je remplace par les valeurs. J'ai une grande expression et je calcule la limite. Alors là, le calcul de la limite, il est un petit peu plus délicat puisque ici, j'ai une forme indéterminée. Quand je vais tendre vers l'infini, j'ai plus l'infini et moins l'infini. Je vous ai un petit peu habitué à ça. On peut penser à utiliser la forme conjuguée. Vous verrez l'année prochaine qu'on aura d'autres outils, des outils qu'on appellera les équivalents ou encore le petit taux, là, la négligeabilité. Et bon, pour le moment, on n'a pas ces outils-là, mais la croissance comparée, ça marche très bien. Vous multipliez le numérateur, enfin, on change rien, hein, ça veut dire on multiplie par la même chose le numérateur et le dénominateur, racine de t plus racine de t plus 1. Vous pouvez avoir la puce à l'oreille d'utiliser ça parce qu'on a des racines carrées. Et l'intérêt, c'est que on a une structure ici. Alors, on a une structure ici de la forme a plus b facteur, enfin a moins b facteur de a plus b. Donc, ça donne du a carré moins b carré. Donc, a carré moins b carré, ça enlève les racines carrées. Et il me reste t moins t plus 1. Le dénominateur ne change pas. Quand je simplifie, les t disparaissent, il me reste moins 1. Et du coup, j'ai plus de forme indéterminée parce que le numérateur tend vers moins 1 et le dénominateur tend vers plus l'infini. Donc j'ai du moins 1 sur plus infini, ça tend vers 0. Donc au final, cette expression tend vers 0 et il me reste la partie constante qui était 2 racines de 3 moins 2 racines de 2. Et n'hésitez pas à m'arrêter pour deux dernières questions. Alors, on calculait l'intégrale de ln de t dt. Alors là, j'ai utilisé un résultat de cours qui peut être intéressant. C'est que si vous avez une fonction qui est continue, qui ne change pas de signe et qui ne tend pas vers 0, plus infini, l'intégrale diverge. C'est pratique ici pour montrer que l'intégrale diverge, puisque la fonction qui a été associée à ln de t, elle est continue. Elle ne change pas de signe puisqu'elle est positive, hein, sur 3 plus infini, et même sur 1 plus infini.
et elle ne tend pas vers 0, donc l'intégrale diverge. Pour bien le comprendre, voilà ce qu'on peut avoir. C'est-à-dire, vous avez par exemple, on calcule l'intégrale d'une fonction qui ne tend pas vers 0. Je rappelle que l'intégrale, c'est l'aire sous la courbe. Donc, si vous calculez l'aire sous la courbe et que ça ne tend pas vers 0, mais ce qui est important, c'est que ça reste de signe constant, c'est-à-dire soit positif, soit négatif, l'intégrale va diverger. Pourquoi le signe constant il est important? Parce que si ce n'est pas de signe constant, on peut avoir quelque chose qui tend pas vers 0, et pourtant, on pourrait avoir éventuellement une intégrale qui converge. Je vous montre pourquoi. Imaginez par exemple, vous avez quelque chose qui oscille autour de 0. À chaque fois, donc il n'y a pas de limite, hein. À chaque fois, l'intégrale ici va être compensée par celle-là. Ça, cette quantité-là, elle est positive, ici, elle est négative. Donc, au fur et à mesure, on va avoir une compensation et l'intégrale sera toujours bornée. Alors, elle ne va peut-être pas converger, mais elle sera par exemple ici bornée. Voilà ce qui peut se passer. Donc, c'est important d'avoir le signe soit positif, soit négatif pour pouvoir utiliser cette propriété. La dernière intégrale, c'est l'intégrale de moins valeur absolue de t dt entre moins l'infini et plus l'infini. Donc, il fallait la découper en deux. Moi, je me suis placé déjà sur 0 plus infini. Sur 0 plus infini, t est positif, donc la valeur absolue de t, c'est t. Donc, j'ai une intégrale de moins t, intégrale de 0 à plus infini d'exponentielle moins t dt. Et entre moins l'infini 0, dans ce cas-là, t négatif, donc valeur absolue de moins t, valeur absolue de t, c'est moins t. Donc ça donne moins t, donc ça donne intégrale de 0 à moins l'infini de l'exponentielle de t dt. Je suis allé assez vite sur le calcul intégral, on l'avait vu dans le cours. Pour l'une, pour l'autre, je vous laisse le loisir de le faire, il faut passer par une primitive. Dans chaque cas, on trouve 1. Donc l'intégrale converge et vaudra la somme des deux intégrales, c'est-à-dire 2. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Axel Harry? Non, mais c'est pas de question. Pas de questions? Non. Estelle, ça va? Oui, ça va. Ça va? Voilà. Bon, Anaïs, c'est bon? Oui, monsieur. D'accord. Bon, on va continuer juste avec le TP d'info, qui est assez court, hein. Vous aviez 2 programmes. C'est le dernier TP d'informatique, hein, donc là, on le termine, on va le terminer à la fin de l'année, hein. Là, il nous reste quand même les variables à densité pour finir le TP d'info. On va voir au chapitre 24 et puis on va pouvoir terminer tranquillement ce TP. Alors, je ne sais pas trop si vous avez besoin d'explications, je vais peut-être en faire une ou deux au tableau. La première, c'était écrire un programme qui simule lancer d'une pièce non truquée. Alors, j'aurais pu utiliser du random, j'ai utilisé ground, 1, donc ça ne génère qu'une seule valeur, UIN, la loi uniforme, 0, 1. Donc ça veut dire que ça, loi uniforme 0, 1, c'est une loi discrète, ça veut dire que ça choisit de manière équiprobable 0 ou 1. Donc je dis juste quoi? If si x vaut 0, c'est pile, sinon c'est face. Et le deuxième programme, on veut que pile a une probabilité de 1 tiers. Donc là, je fais une loi uniforme, mais pas entre 0 et 1, entre 0 et 2. Donc la loi uniforme, elle prend combien de valeurs ici? La deuxième question. C'est loi uniforme discrète. Je vais répondre. Elle prend combien de valeurs cette loi uniforme? C'est ce qu'on aurait noté U02 entre double crochet. Alan, elle prend quoi comme valeur cette loi uniforme?
3 valeurs, 0, Oui, 1, 2. valeur 0, 1 ou 2. Comme c'est une loi uniforme, c'est la loi des Q-probabilités, donc elle prend ses valeurs de manière équiprobable. Donc 0 a pour probabilité 1 tiers d'être prise, 1 a aussi une probabilité 1 tiers, et 2 1 tiers. Donc je dis quoi? Je dis si x vaut 0, c'est pile, sinon c'est face. Donc ça simule aussi très bien le lancer d'une pièce de monnaie. Si on avait utilisé le random, qu'est-ce qu'il aurait fallu dire pour par exemple simuler la deuxième? J'aurais pu très bien utiliser le random. Hein. Qu'est-ce que j'aurais dit dans ce cas-là? If random, comment j'aurais comparé random à quelle valeur en fait? J'aurais généré x égale random et j'aurais dit quoi? If random, quoi? Qu'est-ce que je dis? If Estelle. Je sais pas. Je sais pas. Random, je rappelle que c'est un nombre aléatoire réel, par contre, compris entre 0 et 1, mais pris au hasard, entre tous les réels, enfin, sur l'intervalle réel 0,1. Donc, comment on peut faire intervenir Alan? Oui, je t'écoute, Alan. Comparé à 1 tiers Très bien. ou... Un Oui. tiers ou 2 tiers, alors ça dépend de ce qu'on met, quoi. Si on compare un tiers, on va dire if random inférieur à un tiers, then 10 pile. Ça veut dire que si le random qui est apparu, il est inférieur à un tiers, c'est du pile, sinon c'est du face. Si je veux utiliser 2 tiers, je pourrais très bien dire if random supérieur à 2 tiers, c'est pile. Ça veut dire que en fait, je découpe l'intervalle. On l'a fait pas mal de fois. Je découpe l'intervalle réel entre 0 et 1 en 3 parties. Un tiers, 2 tiers. Et je vais dire par exemple, toute cette zone-là, c'est pile. Et toute l'autre zone, c'est face. Voilà un petit peu l'esprit du programme. Est-ce qu'il y a des questions sur ce programme-là? C'est bon? Voilà. C'est intéressant d'utiliser ça. Bon, on utilise Ground ou Round. Bon, il n'y avait pas uniquement ce corrigé possible. Hein. Random fonctionnait très bien. Alors, lancer d'un dé jusqu'à obtenir un 6, ça vous fait penser à quel... Ça vous fait penser à quel type de loi? Lancer d'un dé jusqu'à obtenir le premier 6, par exemple. La loi géométrique. Ou bien la loi géométrique. Tout à fait. Alors, moi, ce que je vous ai proposé, mais là aussi, il y a plusieurs options. Je suis passé par la loi uniforme. C'est-à-dire que j'ai en fait généré successivement des lancers. C'est-à-dire, la loi uniforme 1,6, ça revient à lancer un dé, hein, puisque ça prend de manière équiprobable des valeurs entières entre 1 et 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets le compteur à 1, et je dis tant que x est différent de 6, c'est-à-dire tant que je n'ai pas obtenu 6, je continue. Donc, je relance le dé, je fais x égale ground, 1, 8, 6, et j'augmente le compteur de 1. Et ensuite, à la fin, le compteur va me donner le nombre d'essais pour obtenir le premier 6. C'était une option possible. Est-ce que vous avez choisi d'autres options? Qu'est-ce que vous avez fait, vous, de votre côté? Monsieur, Oui? à quelle opération correspond la touche find, F-I-N-D? Ben, en fait, find, ça veut dire que dans une matrice, un tableau de valeurs, find va chercher des conditions. Alors, les conditions, ça peut être soit une égalité, soit une inégalité. À quel moment une valeur est plus... ça va chercher par exemple toutes les valeurs qui sont plus petites qu'une valeur. Alors, ce que je fais dans l'exercice 2, par exemple, c'est que je cherche toutes les valeurs qui valent 6.
Et en fait, find va me renvoyer une matrice qui va me donner la position dans la matrice initiale des 6. Je vais prendre un exemple, hein, pour que vous compreniez. Je prends un exemple rapidement. Je génère, alors justement, peut-être avant de prendre l'exemple, je vais juste expliquer un petit peu la démarche. En fait, là, c'est plus une loi géométrique, la question 2, puisqu'on veut le rang d'apparition du troisième 6. Alors, moi, ce que j'ai proposé, c'est la chose suivante. J'ai en fait généré beaucoup de lancers de dés. Alors, j'en ai pris 10 000. Et je me dis en fait que au cours de 10 000 lancers, il est très très probable que j'ai au moins 3 6. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vous lancez 10 000 fois un dé, il est quand même très très fortement probable qu'on ait au moins 3 fois 6 qui apparaissent. Oui, quand même. Voilà. Si je lance 100 fois, c'est peut-être pas assez. Je risque quand même. Alors, bien sûr, c'est pas nul. C'est-à-dire que quelqu'un de très très malchanceux pourrait avoir son troisième 6 qui apparaisse après le 10 millième lancé. Mais on reste quand même sur de la simulation informatique. Donc, là, ça se calcule d'ailleurs, on peut calculer. La probabilité d'avoir un troisième 6 après le 10 millième lancé est extrêmement faible. Passez qu'en informatique, quand cette probabilité extrêmement faible est inférieure au niveau de précision de l'ordinateur, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Un ordinateur, il n'a pas une précision infinie. Donc, là, on va juger. Alors après, ça peut se calculer, mais bon, c'est pas le programme de prépa CE, mais ça peut se quantifier. À quel moment on va vraiment s'arrêter et être sûr que 10 000 c'est bon, mais on se doute que 10 000 c'est très bon ici. On reste sur de la simulation, hein, donc ça reste quand même une forme d'approximation. Hein, on n'est pas dans l'égalité pure. Donc l'idée, c'est que je vais générer 10 000 valeurs, 10 000 lancers de dés. J'ai en fait créé une matrice que j'ai appelée X. Alors, je vais répondre un petit peu à la question Célari. Alors, bien sûr, je ne vais pas écrire 10 000 valeurs, mais imaginons que j'écris les premières valeurs de X. L'ordinateur, il me sort des valeurs, hein, il calcule, lui, il lance 10 000 fois le dé, très vite, hein, et il me sort des valeurs. Alors, il va me sortir, alors ça va être une matrice ligne, 1, 5, 6, 2, 3, 6, 1, 2, 5. Bon, je continue les lignes, pas 7, parce que pas 7, 2, 2, 1, 6, etc., etc. Et moi, en fait, je veux connaître la position du troisième 6. Donc, qu'est-ce que je vais dire à l'ordinateur? Je vais appeler une autre matrice. Donc, j'ai appelé M égale find X égale 6. Je rappelle que égale, ça veut dire quand est-ce que X vaut 6. Si j'écris juste X égale 6, en informatique, X égale 6, c'est une attribution. C'est-à-dire on attribue à X la valeur 6. Ça, c'est une fonction booléenne. Ça veut dire qu'on va chercher à quel moment X vaut 6. Et en fait, find va me renvoyer une matrice. Alors, cette fonctionnalité find, Axelari, tu peux la retrouver dans le TP sur, les matrices. Le TP qu'on a fait sur les matrices. En fait, je vais continuer un petit peu ma matrice. 5, 5, 6, 1, 2. En fait, qu'est-ce qu'elle va me renvoyer, cette matrice? Elle va me renvoyer la position des 6 dans la matrice que j'ai appelée X. Donc, ici, je vous écoute sur les premières valeurs. Que va valoir la matrice M? Quelle valeur elle va me renvoyer? Je vous écoute. Ça va faire une matrice qui donne la position des 6 dans la matrice que j'ai faite en noir ici. Qui veut s'exprimer? Comme vous n'allez peut-être pas oser, je vais interroger quelqu'un. Alizé.
Bonjour. Bonjour. Ça va? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Alors, la matrice find, c'est une matrice qui va nous donner, qui va nous renvoyer la position des 6. Elle cherche à quel moment on a des 6 dans la matrice X. Donc, ça va renvoyer la position. La position, on numérote comme c'est une matrice ligne, on numérote à la suite. 1, 2, 3, etc. Qu'est-ce que ça va renvoyer si on tape ça sur l'ordinateur? La troisième Ça va mettre 3, position. voilà. Je le mets ici. Hein. Ensuite, La sixième. 3, 4, 5, 6, sur la 6. La 13e. Voilà, 13. Et la 16e. 16e. Voilà. C'est bien. Donc, ça me donne des positions. Et moi, en fait, je veux connaître à quel moment le troisième 6 est apparu. Donc, qu'est-ce que je demande à l'ordinateur de me donner? La troisième position. C'est-à-dire, je sais que, enfin, la troisième position de la matrice. C'est-à-dire, 3, c'est la première, le premier 6 est apparu à le troisième lancé. Le deuxième 6 au sixième lancé. Le troisième 6 au 13e lancé. Donc, si je demande M3, je vous rappelle que M3, ça renvoie la valeur dans la matrice de la matrice ligne, hein, du troisième coefficient, ça va me donner 13. Donc, en faisant donc cette succession x égale ground 1, 10 000, 8n6, je génère donc 10 000 valeurs, 10 000 lancés. Je lui demande de me chercher toutes les valeurs qui valent 6, donc il va me donner les positions. Ça va quand même être une matrice assez grosse. Et après, je lui dis juste de me prendre la troisième valeur de cette matrice-là. Et la troisième valeur, ça va me renvoyer le rang d'apparition du troisième 6. Voilà, est-ce que c'est un petit peu plus clair? Axel Harry, est-ce que ça va? Tu as compris le principe? Oui, j'ai compris. Compris. Merci. Voilà. Voilà pour l'informatique. Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'info ou sur ce qu'on a fait en maths? C'est bon? Ici, je peux interroger. Monsieur? Oui, Anaïs. Du coup, c'est pour revenir au TD 23, j'avais oublié de vous demander comment vous aviez calculé la primitive de la première intégrale. Parce que j'ai pas trop compris comment vous êtes arrivé avec le calcul de moins 1 sur 10. Ah oui, alors c'est quoi? C'était t sur 1 plus t. T sur 1 plus 1 t plus carré t au carré. au carré. Ouais, alors, en fait, t sur 1 plus t au carré. En fait, f de t, on va dire, c'est t sur plus t carré au carré. En fait, je l'écris moins 1,5 fois 2 fois moins 2. Alors, moins 1,5 fois moins 2, ça fait 1. Quoi. Et après, je touche à rien. Quoi. Je garde la même expression. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que là, j'ai quoi? J'ai une structure de la forme moins V' sur V carré. Est-ce que tu vois cette structure-là? Que tu comprends? V, c'est 1 plus T carré. Oui. Hein, donc, au numérateur, j'ai du moins V' sur V carré. Donc, j'ai mis moins 1,5 en facteur. Et une primitive de moins V' sur V carré, c'est 1 sur V. La dérivée de 1 sur V, c'est moins V' sur V carré. Donc, à partir de là, tu as une primitive qui est... Monsieur, on ne voit Oui. pas bien avec le stabilo. Enfin, Ah oui. on ne voit pas bien le tableau. Ce que je disais, c'est qu'on a une structure de la forme moins V' sur V carré, dont une primitive, c'est 1 sur V, parce que
1 sur V, la dérivée de 1 sur V, c'est bien moins V' sur V carré. Est-ce qu'Anaïs t'a compris là? Monsieur, j'ai une question. Oui, Vous pouvez vous décaler un tout petit peu, s'il vous plaît? Merci. En fait, vous avez décomposé t sur 1 plus t au carré pour obtenir la forme moins u sur u au carré. moi j'ai prime sur V carré. Ouais. Ok. Après, les moins, j'étais pas obligé, hein. C'est-à-dire que si je mets pas moins, c'est moins ici, je peux les enlever, hein. Parce que là, j'ai du V' sur V carré. Il suffit juste de savoir que c'est une primitive, c'est moins 1 sur V. C'est plus facile comme ça. Une primitive de V' sur V carré, c'est moins 1 sur V. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ça va? J'entends personne là. C'est- Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va? Pareil. Alors écoutez, ben, je vais vous dire, je vais vous envoyer du travail comme d'habitude pour vendredi. N'oubliez pas que vous avez le DM à me rendre, bon, à partir de demain, hein, demain ou mercredi, vous pouvez me rendre le DM. Et puis, donc vendredi, ben, pour vendredi, on continue le TD, les intégrales, et on commencera en même temps le chapitre 24. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, ben, je vous souhaite un bon travail cette semaine. Et puis, je vous dis à vendredi à 8h. D'accord. Merci, à vous aussi. Au revoir, monsieur. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir.